Imaginez envoyer un texto, mais juste avec sa pensée. Hmm, Ou qu'une machine pourrait savoir ce qu'on regarde, c'est juste en lisant l'activité de notre cerveau. Ça sonne comme de la science-fiction, non? ben oui, un peu. Pourtant, c'est de moins en moins de la fiction. On a vu l'exemple récent d'une patiente muette, paralysée depuis 18 ans, qui communique maintenant à presque 70 mots par minute, Oui, c'est incroyable, ça. grâce à une interface cerveau-ordinateur. C'est assez fou. Bienvenue à cette exploration où on se penche aujourd'hui sur le monde fascinant et, faut le dire, un peu vertigineux des neurotechnologies. Mhm. Ces outils-là qui interagissent avec notre cerveau, qui promettent des miracles en médecine, oui, mais qui nous confrontent aussi à des questions éthiques vraiment complexes. Et urgente. Exactement. On parle ici de neuroéthique, puis même de nouveaux neurodroits. Pour nous guider, on a rassemblé différentes perspectives, des articles de recherche pointus en neurosciences, de la vulgarisation aussi pour que ça reste accessible, C'est important, ça? des chartes éthiques officielles comme celles adoptées en France et en Europe récemment, et puis des analyses d'experts en éthique et en droits humains. L'objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre ensemble ce que ces technologies peuvent faire, saisir un peu les dilemmes qu'elles soulèvent, puis voir comment on tente collectivement d'y répondre, en se basant sur nos sources, bien sûr. OK. OK, alors déballons tout ça. Pour commencer, qu'est-ce que ces technologies permettent concrètement, là, aujourd'hui? Certaines capacités semblent, quasiment magiques. Et absolument. Le domaine de la communication, c'est un des plus frappants. L'exemple de la patiente qui communique à 70 mots minute, c'est très fort. Oui, Mais aussi d'autres travaux comme ceux de Stanford sur un implant qui décode ce qu'on appelle la parole intérieure. la parole intérieure, c'est-à-dire. Ben, les mots qu'on se formule dans notre tête là, sans les dire à voix haute. OK, Ils arrivent à traduire ça en texte à près de 80 mots par minute avec une précision qui tourne autour de 74 pour un vocabulaire quand même assez large, là. wow. Pour des personnes qui souffrent de paralysie sévère comme la maladie de Charcot, là, c'est énorme. On parle plus juste de contrôler un curseur sur un écran, là. On décode vraiment une forme de pensée. C'est fou. Mais ça, c'est avec un implant, une chirurgie, j'imagine? Oui, c'est ça. À terme. Des chercheurs de l'Université du Texas à Austin, eux, ils ont utilisé l'IRMF, l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, OK, l'IRM fonctionnel, oui. pour capter l'activité du cerveau de personnes qui écoutaient des histoires ou même qui en imaginaient dans leur tête. Ah oui? L'IRMF, ça mesure l'afflux de sang dans les différentes zones du cerveau, tu sais. Plus une zone travaille, plus elle a besoin de sang. D'accord. Puis l'intelligence artificielle, elle apprend ensuite à faire le lien entre ces patterns d'activité cérébrale puis des concepts, l'essence, mettons, de ce qui est pensé ou entendu. Et elle traduit ça en texte. Incroyable. C'est encore imprécis, là, faut le dire, mais comme le dit un des chercheurs, Alexander Hoot, on décode quelque chose de plus profond que le langage. Quelque chose de plus profond que le langage, ça donne le vertige un peu. Et au-delà des mots, est-ce qu'on peut décoder d'autres choses, comme ce qu'on voit peut-être, ou même contrôler des objets? Oui, oui, sur ces deux fronts-là aussi, ça avance, hein. Il y a des études qui ont montré qu'on pouvait identifier avec une certaine précision les images naturelles qu'une personne regarde juste en analysant l'activité de ses aires visuelles avec l'IRMF. Ah ouais? Quant au contrôle par la pensée, ben, les exemples se multiplient, même si c'est vrai qu'ils sont souvent très médiatisés puis réalisés dans des conditions de laboratoire, là. Mhm. On a vu le coup d'envoi de la Coupe du monde donné par une personne paraplégique avec un exosquelette, là. Oui, je me souviens de ça. Ou un quadriplégique a réussi à piloter une voiture de course sur un circuit fermé. C'est des prouesses techniques assez remarquables. Carrément. Et ça commence tranquillement à toucher le grand public aussi, avec par exemple des prototypes de drones qu'on pourrait contrôler par la pensée via des casques moins invasifs, là. Donc, on répare, on communique, on contrôle, mais est-ce qu'on pourrait aussi améliorer le cerveau? Genre, augmenter nos capacités naturelles? C'est la prochaine frontière, exactement, celle du neuro-enhancement ou de l'amélioration cognitive. Et oui, il y a des recherches très actives là-dessus. Une étude à Boston, par exemple, a montré qu'une stimulation électrique externe, donc pas d'opération, Non évasive. exactement, pouvait améliorer la mémoire à court terme de personnes âgées de 40 40 c'est énorme. Oui, fait que ça ouvre évidemment la porte à des usages qui sont pas juste thérapeutiques. Ben oui. Faut bien distinguer ici, là, les approches invasives
qui demandent une chirurgie, comme la stimulation cérébrale profonde pour le Parkinson, les implants cochléaires ou les implants de Neuralink, la compagnie d'Elon Musk, Oui, on en entend parler. qui testent justement ces puces sur des patients paralysés. Et les approches non invasives. Celles-là, elles se démocratisent. Les casques EEG, l'électroencéphalogramme, qui mesure l'activité électrique à la surface du crâne, les bandeaux, même des écouteurs avec des capteurs. Ah oui! Il y a même des projets, comme le casque Kernel Flow, qui veulent offrir une imagerie cérébrale portable de haute résolution. Et j'imagine que l'intelligence artificielle, l'IA, joue un rôle clé dans tout ça. C'est elle qui analyse toutes ces données complexes du cerveau. Ou pour contrôler un bras robotique, mettons. C'est grâce au progrès fulgurant de l'IA qu'on peut envisager, dans un avenir pas si lointain, des interfaces cerveau-ordinateur, les fameuses BCI là, pour Brain Computer Interface, capables de traduire la pensée en texte avec peut-être plus de 90 % de précision. Plus de 90 %? Oui. Un expert comme Jared Genzer parle même d'un possible moment ChatGPT pour les neurotechnologies. Un moment, ChatGPT? C'est-à-dire? Un point de bascule, là. Un moment où leur puissance deviendrait soudainement évidente pour tout le monde et très rapidement. Un moment ChatGPT pour le cerveau. C'est une image forte, ça. Mais ces capacités quasi miraculeuses, là, elles viennent pas sans leur lot de questions profondes, j'imagine. Chaque avancée, c'est un peu comme ouvrir une boîte de Pandore éthique, non? Précisément. C'est tout le champ de la neuroéthique. Il s'agit de réfléchir à l'intersection entre ce que les neurosciences nous permettent techniquement de faire et ce que nous devrions faire, en accord avec nos valeurs fondamentales. Ça touche au cœur même de ce qui nous définit, notre identité, notre conscience, notre liberté. C'est une discipline qui est relativement jeune, mais qui est en pleine explosion. Elle mobilise des philosophes, des juristes, des sociologues, aux côtés des scientifiques, bien sûr. OK. On distingue souvent deux grandes branches. L'éthique des neurosciences, qui évalue l'impact des technologies elles-mêmes et de leurs usages, et les neurosciences de l'éthique, qui, elles, étudient comment notre cerveau prend des décisions morales. Ah, intéressant. Et cette deuxième branche, elle alimente directement des débats philosophiques très, très anciens. Comme celui du libre arbitre, par exemple. Si on comprend de mieux en mieux le cerveau comme une sorte de machine biologique, où est la place pour la responsabilité individuelle? Si nos actions sont déterminées par des processus neuronaux, peut-on encore tenir quelqu'un pour responsable? Surtout si on découvre, mettons, une anomalie dans son cerveau. Des nœuds gordiens que la neuroéthique essaie de démêler. D'un côté, certains pensent que les neurosciences vont carrément révolutionner le droit pénal, en remettant en question la notion même de responsabilité. Si le cerveau est défectueux, l'individu est-il vraiment coupable? Faudrait-il une preuve d'une lésion physique? C'est complexe. Très. De l'autre côté, beaucoup d'experts estiment que non. Les neurosciences ne vont pas abolir la responsabilité, mais plutôt permettre des jugements peut-être plus éclairés, plus justes, en prenant en compte des facteurs biologiques qui influencent le comportement sans le déterminer complètement. Ça ravive le vieux débat philosophique entre le compatibilisme, l'idée que libre arbitre et déterminisme peuvent coexister, Oui. et l'incompatibilisme. Les neurosciences apportent des données nouvelles, fascinantes, mais elles ne tranchent pas la question philosophique de fond. Et améliorer, non? Vous parliez de neuroenhancement tout à l'heure. Tout à fait. La frontière est incroyablement floue et elle bouge tout le temps. Prenons l'exemple des médicaments développés pour traiter le TDAH, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Oui. On sait très bien qu'ils sont parfois utilisés par des étudiants ou des professionnels qui n'ont aucun diagnostic juste pour booster leur concentration avant un examen ou une grosse présentation. Est-ce que c'est éthique? Faut-il le réguler? Comment? Ou penser aux recherches sur des substances qui pourraient atténuer la charge émotionnelle de souvenirs traumatiques? Ah oui. Est-ce que c'est souhaitable d'effacer, même partiellement, ce qui nous a construits, même si c'était douloureux? Et que dire des tests qui peuvent prédire un risque élevé de développer la maladie d'Alzheimer des décennies avant les premiers symptômes, alors qu'il n'existe aucun traitement pour l'empêcher? Ouf! Juste l'information elle-même peut être dévastatrice. Exactement. Le risque sous-jacent à tout ça, c'est celui d'une pression sociale à l'optimisation, une sorte de course à l'amélioration où ceux qui choisiraient de ne pas utiliser ces technologies pourraient se retrouver Désavantagés. ce qui mène directement à d'autres inquiétudes, la prédiction du comportement et la protection de notre vie privée.
Est-ce qu'on pourrait utiliser ces technologies pour évaluer les gens, prédire leur comportement futur, peut-être même leur dangerosité? C'est une crainte qui est légitime, oui. Combinée à l'IA et à la génétique, les neurotechnologies pourraient, théoriquement, ouvrir la voie à des prédictions sur la personnalité, les prédispositions à certaines maladies mentales, voire même, et là on est plus dans la spéculation, à certains comportements comme l'agressivité. On voit aussi des tentatives qui sont encore très controversées et, disons-le, peu fiables scientifiquement, d'utiliser l'EEG ou l'IRMF comme des sortes de détecteurs de mensonges. Oui, oui, le fameux détecteur de mensonges cérébral. C'est ça. Dans des contextes de sécurité, d'emploi ou même devant les tribunaux. Le gros problème, c'est que l'activité cérébrale, c'est extrêmement complexe, ça dépend beaucoup du contexte, puis c'est pas nécessairement un reflet direct de l'intention de tromper. Et les risques de dérive semblent énormes. Utiliser des réactions cérébrales inconscientes pour évaluer un candidat à un emploi. Intégrer des données neuronales dans des algorithmes prédictifs qui sont déjà souvent biaisés. Ou le neuromarketing là, qui cherche à exploiter nos désirs les plus profonds avant même qu'on en ait conscience. Ça fait un peu peur quand même. C'est justement face à l'ensemble de ces risques, qui sont nombreux, qu'a émergé le concept de neurodroit. L'idée, défendue par des chercheurs comme Marcello Ienca, c'est pas forcément de créer de A à Z des droits complètement nouveaux. C'est plutôt de reconnaître que nos droits humains fondamentaux, qu'on a déjà le droit à la vie privée, la liberté de penser, l'intégrité physique et mentale, doivent être interprétés et renforcés pour protéger spécifiquement notre sphère mentale, notre cerveau, notre esprit, à l'ère des neurotechnologies. On identifie généralement 4 ou 5 piliers principaux. Ah oui! Lesquels? Premièrement, le droit à la vie privée mentale. C'est assez clair, là, nos pensées, nos émotions, nos données cérébrales, c'est parmi les informations les plus intimes qui soient. La question, c'est qui peut y accéder, qui les possède, le fabricant du casque ESG, notre employeur, le gouvernement. Bonne question. Deuxièmement, la liberté cognitive. C'est le droit de chacun de décider librement d'utiliser ou non ces technologies pour modifier son propre cerveau, sans aucune coercition. Mais c'est aussi le droit de choisir de ne pas être augmenté. Important ça. De notre activité cérébrale, contre le piratage de notre esprit, si on veut. Et enfin, quatrièmement, la continuité psychologique. C'est le droit de préserver son identité personnelle, son sentiment d'être soi-même, contre des altérations qui seraient imposées de l'extérieur. Cette idée de continuité psychologique d'identité, ça touche vraiment à quelque chose d'essentiel, de fondamental. Est-ce que le risque de manipuler notre personnalité ou nos décisions, est-ce que c'est réel aujourd'hui ou c'est encore de la science-fiction? Disons que les capacités actuelles pour manipuler finement et de manière ciblée la personnalité ou des décisions complexes, ça reste encore limité, et surtout au niveau expérimental, en laboratoire. D'accord. Les sources qu'on a consultées pointent quand même un risque existentiel, à plus long terme. Si une technologie peut un jour décrypter une intention, avant même qu'on agisse, ou influencer une décision en stimulant certaines zones cérébrales spécifiques, Oui, ça remet en question notre agentivité, oui. notre capacité à être l'auteur de nos propres actes. Des scénarios où on pourrait, mettons, court-circuiter une impulsion jugée indésirable, comme une addiction en temps réel, sont évoqués dans la littérature. Wow. Même si on en est loin pour des applications courantes, la trajectoire technologique pose légitimement la question. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a aussi la question de l'égalité. Oui, c'est un enjeu absolument crucial. Si ces technologies d'amélioration cognitive sont dispendieuses, ce qui est très probable, en tout cas au début, Mais oui. elles risquent de créer une nouvelle et profonde fracture sociale. Une société à deux vitesses, avec d'un côté les neuros améliorés, ceux qui ont les moyens de se payer ces technologies, et de l'autre, les autres. Ça pourrait amplifier les inégalités qu'on connaît déjà de manière potentiellement dramatique. C'est une question de justice sociale fondamentale qui se pose. Face à tout ça, ce potentiel incroyable d'un côté et ces risques immenses de l'autre, on sent qu'il y a comme une urgence à agir, à encadrer les choses avant qu'il ne soit trop tard, peut-être. Mais effectivement, c'est un message qui revient constamment dans les sources, que ce soit chez les chercheurs eux-mêmes, les éthiciens ou même certains acteurs de l'industrie. Il y a eu un appel important à la réflexion et à la mise en place de garde-fous dès 2017, lancé par un groupe de neuroscientifiques et d'éthiciens de renom. L'idée, c'est vraiment d'anticiper, de ne pas se laisser dépasser par une technologie qui pourrait
devenir incontrôlable si on n'y prend pas garde. Mais est-ce que les lois qu'on a déjà, comme le RGPD en Europe, le Règlement général sur la protection des données, est-ce qu'elles sont suffisantes pour protéger nos données cérébrales? Probablement pas entièrement. Le RGPD, c'est une bonne base, c'est certain, mais les données neuronales posent des défis bien spécifiques. Déjà, comment les classifier? Est-ce que ce sont des données de santé, des données biométriques? La définition n'est pas toujours claire. Ensuite, leur anonymisation est très complexe, parfois même réversible avec les bonnes techniques. Et surtout, le RGPD et les lois similaires s'appliquent souvent mal aux appareils grand public non médicaux qui collectent des données neuronales via des casques EEG ou d'autres capteurs qu'on peut acheter sur le marché. Ah oui, c'est vrai. Une étude récente a d'ailleurs montré que les politiques de confidentialité de ces produits étaient souvent très vagues, voire inexistantes, laissant les utilisateurs dans le flou total sur ce qu'il advient de leurs données cérébrales. Alors, que fait-on concrètement pour essayer d'encadrer tout ça? Y a-t-il des initiatives en cours? Oui, heureusement, plusieurs initiatives sont en cours. Sur le plan de ce qu'on appelle l'éthique molle ou soft law, on voit l'élaboration de chartes éthiques. En France, par exemple, l'Agence de la biomédecine a lancé, début 2025, une charte pour un développement responsable des neurotechnologies. OK. Elle vise à guider les acteurs, chercheurs, entreprises vers des pratiques éthiques en s'inspirant notamment de travaux de l'OCDE pour essayer de bâtir la confiance. Au niveau européen, l'European Brain Council a aussi publié sa propre charte en avril 2025 après une large consultation pour promouvoir une gouvernance centrée sur l'humain. Ce sont des guides de bonnes pratiques, pensés comme des documents qui vont devoir évoluer avec la technologie. Des chartes, c'est bien, c'est un bon début, mais est-ce que ça a un réel mordant? Est-ce que ça suffit s'il n'y a pas de force de loi contraignante derrière? C'est la question classique avec ce type d'initiative de soft law. Elles sont importantes pour fixer des normes, pour orienter les acteurs, pour lancer le débat, mais beaucoup pensent qu'il faut aller plus loin et aller vers la législation, la hard law. D'accord. Et là aussi, ça commence à bouger un peu partout. Le Chili a été le premier pays au monde à inscrire la protection de l'intégrité et de la vie privée mentale directement dans sa constitution. Ah oui, quand même. Aux États-Unis, certains États comme le Colorado et la Californie ont déjà adapté leurs lois sur la protection des données personnelles pour inclure explicitement les données neuronales parce qu'elles ne rentraient pas bien dans les catégories existantes comme biométriques ou santé. On voit aussi des initiatives législatives qui émergent au Brésil, au Mexique, en Espagne. Et au niveau international, des organismes comme le Conseil de l'Europe et l'OCDE travaillent activement sur des recommandations en dialogue avec les autorités qui gèrent le RGPD. Donc, le mouvement législatif s'amorce, même s'il est encore assez fragmenté. Donc, les lois, les chartes, ça se met en place tranquillement. Mais est-ce que c'est suffisant? J'imagine que la façon dont on parle de tout ça collectivement, c'est crucial aussi, non? Absolument. La communication scientifique et médiatique a une énorme responsabilité ici. Il faut éviter deux grands écueils. Le premier, c'est le sensationnalisme, qui exagère les capacités actuelles ou futures des technologies. Oui. Et le deuxième, c'est ce qu'on appelle le neuroréalisme. C'est cette tendance un peu facile à considérer que parce que l'information vient des neurosciences, avec de belles images colorées du cerveau à l'appui, elle est forcément vraie, solide et indiscutable. Ah, intéressant comme concept, le neuroréalisme. Oui, il faut au contraire expliquer la complexité, les limites, les incertitudes qui existent encore. Et au-delà des experts et des médias, j'imagine qu'il faut que tout le monde s'en mêle un peu, que ça devienne un débat de société. C'est essentiel. Ces questions ne peuvent pas être laissées aux seuls scientifiques, aux seuls juristes ou aux seuls décideurs politiques. Elles nous concernent tous en tant qu'individus et en tant que société. Un débat public large, ouvert et informé est absolument nécessaire. D'ailleurs, c'est intéressant de noter comment la science-fiction, on pense à des séries comme Black Mirror ou des films comme Inception, Westworld et bien d'autres, explorent ces thèmes depuis longtemps. La lecture de pensée, la manipulation de la mémoire, l'identité modifiée. C'est vrai. Ces récits, même s'ils sont fictifs, ils peuvent nous aider à réfléchir collectivement au futur possible, aux dérives qu'on veut éviter. Ils nourrissent notre imaginaire collectif sur ces enjeux complexes. Alors, si on essaie de résumer un peu où on en est, on est face à une technologie qui est incroyablement puissante, avec un potentiel qui semble extraordinaire pour le bien, pour guérir, pour communiquer, pour mieux comprendre le cerveau lui-même. Oui. Mais qui porte aussi en elle des risques considérables pour notre vie privée, notre autonomie, notre identité même, et aussi pour l'égalité entre les êtres humains. C'est bien ça? Exactement. C'est eux qu'attention.
Et le point clé à retenir, je pense, c'est l'urgence de la réflexion et de l'action. Ce n'est plus une perspective lointaine de la science-fiction pour dans 50 ans. Non, c'est maintenant. C'est maintenant. Les progrès sont exponentiels, ils sont dopés par les avancées en intelligence artificielle, et les géants de la technologie, on parle de Meta avec Control Labs, d'Apple qui dépose des brevets pour intégrer l'ESG dans ses AirPods, de Snap pour la réalité augmentée, ils investissent massivement dans ce domaine. Donc, les questions éthiques et la nécessité d'un encadrement, ce n'est pas pour dans 10 ans, là. Elles se posent avec acuité dès aujourd'hui. Ça nous laisse avec une question fondamentale pour la suite, finalement. Face à ces outils qui promettent de lire et même d'influencer nos esprits, quelle conversation doit-on avoir vraiment dès maintenant pour s'assurer que le futur qu'on est en train de bâtir reste humain? Comment est-ce qu'on trouve le juste équilibre entre ce désir légitime de progrès et la nécessité tout aussi légitime de protéger ce qui nous constitue au plus profond? Et toutes ces histoires de science-fiction qui nous fascinent et nous effraient en même temps, sont-elles juste des avertissements ou est-ce qu'elles façonnent déjà, peut-être sans qu'on s'en rende compte, la direction qu'on est en train de prendre?